Ah oui, tout à fait. On est encore dans des considérations, j'allais dire, entre guillemets, acceptables, mais si, même si, bien évidemment, toute mort est inacceptable en tant que telle, mais on est Mais ils n'ont encore. pas encore, ils n'ont pas encore Comment? commencé, ils n'ont pas encore commencé la vaccination. Non, pas encore. Encore. Du reste, je ne suis pas, enfin, je suis pas aussi proche que ça des milieux sanitaires, même si j'ai de la famille médecin ici. Je ne suis pas certain que les vaccins ont aient déjà été livrés. J'ai pas cette information Mhm. en tout cas. Ils ont commandé, c'est sûr. Livré, je ne sais pas. Et Oui, chez parce que vous? on a plusieurs personnes. Bah, chez nous, ça a commencé. Ils sont à 75 ans et plus en ce moment. Ok, ok. Bonjour, bonjour à tous. Bien, apparemment, c'est assez bien organisé. Bonjour, c'est ça. D'accord. Bonjour Bonjour, Sissad. ça va? Alors, on a 180 inscrits, Madame Bakri, et on est suivi également en direct sur Facebook, donc on peut déjà commencer pour ne pas perdre de temps. Très bien. Pour ne pas faire attendre les personnes qui étaient à l'heure. En tout cas, bonjour à tout le monde. Merci pour les présents. Donc, je me présente. Je suis Madame Salwa Karkri. J'assure la présidence de la commission Afrique pour la SMEX depuis quelques mois, depuis récemment. C'est une commission qui a besoin de toutes les volontés. Donc, je fais déjà un appel à tous ceux qui vont nous rejoindre parce que les enjeux sont importants, surtout comme vous le savez avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange depuis janvier 2021. Et d'ailleurs, pour cet objet, je vous informe que la SMEX a lancé donc une étude pour accompagner les opérateurs locaux, pour justement développer l'investissement dans les pays. Donc, c'est pas une étude, c'est vraiment un accompagnement. Et donc, j'espère que les restants sectoriels vont être contactés par le bureau d'études. Et c'est une mission qui va se dérouler en 6 mois et qui va nous permettre justement d'avoir non seulement une veille, mais d'avoir une plateforme digitale pour vous, pour les membres de la SMEC, justement, qui va concerner et qui va être à jour en fonction de l'avancement des négociations, des droits de douane, des barrières, etc. Donc, les différents pays, comme vous le savez, ce n'est que le début, il va y avoir énormément de choses. Et donc, vous serez informés au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, nous sommes donc toujours accompagnés justement par nos consultants au niveau Afrique. Je donnerai tout à l'heure à Mohamed la parole pour présenter un petit peu le réseau qu'on remercie beaucoup qui nous accompagne. Donc, c'est à Wibi pour le Sénégal. Comment il est l'environnement du business au niveau Sénégal, qu'est-ce qu'il fait avec eux, qu'est-ce qu'il va faire avec eux. Comme vous le savez tous, c'est un pays ami avec le Maroc. Et donc, Sa Majesté a d'excellentes relations avec le président. On a des échanges commerciaux qui sont énormément développés ces 10 dernières années. Donc, on a d'excellentes relations avec eux. Et donc, je pense qu'on va apprendre, je suis sûre qu'on va apprendre beaucoup de choses de notre expert Philippe Cadio du Sénégal. Et puis après, bien sûr, vous allez pouvoir, donc, je donne tout de suite la parole à notre ami pour nous présenter un peu le réseau et qui nous accompagne dans tous ces exercices. Et merci encore pour votre présence. Allô? Peut-être, Bonjour. peut-être. Oui, merci Madame la Présidente et chers amis. À mon tour, je souhaite la bienvenue aux participants à ce webinaire sur le Sénégal, sur le business au Sénégal. Je profite de l'occasion pour remercier à nouveau la SMEX qui a organisé et qui continue en partenariat avec nous et avec le réseau Global Alliance une série de webinaires pour connaître les pays
certains pays où les gens travaillent déjà, où ils peuvent développer leur business, d'autres qui sont inconnus. Donc là, nous avons l'occasion d'avoir à nouveau Philippe Cordier, qui a déjà animé 2 webinaires avec beaucoup d'expertise sur la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc là il va nous présenter le Sénégal, où il est lui-même résident. Je ne sais pas s'il n'est pas aussi mouride, parce que je sais qu'il est musulman, peut-être il parle même le dialecte. Enfin, il va nous dire un peu plus. Mais donc, je remercie Philippe, ainsi que M. Belhassen et toute l'équipe de la SMEX. Alors, juste pour rappeler un peu le déroulé de ce webinaire, donc, Philippe va prendre la parole pour nous parler surtout de comment développer ses affaires avec le Sénégal, parce que, comme a dit Selwa, c'est un pays qui est peut-être un peu plus connu que les autres par les opérateurs marocains. C'est un pays ami, proche. Nous avons une bonne communauté sénégalaise ici. Souvent, ce sont des étudiants qui viennent et qui continuent, enfin, choisissent de rester au Maroc pour des raisons multiples, hein, soit familiales ou professionnelles. Donc, ce qu'on a demandé à Philippe, c'est peut-être mettre plus le zoom sur comment développer des affaires, quel est le contexte actuel, comment faire attention à ne pas tomber dans les pièges et quels sont les secteurs porteurs, etc. etc. Donc, ça sera une présentation de 40-45 minutes qui sera suivie, comme d'habitude, d'une série de questions. Donc, je vous invite déjà à envoyer vos questions sur le chat. On va, moi et M. Belhassen, les recevoir et un petit peu les organiser. Et suite à ça, on aura à peu près une demi-heure pour questions-réponses. Et suite à ça, on donnera la parole à quelques opérateurs qui pourront soit témoigner de leur propre expérience, soit poser des questions à notre expert. Et on sera bien sûr à votre disposition aussi après pour répondre à des questions ou des demandes de prestations de services. Et comme on a dit auparavant, des business développeurs avec des experts qui connaissent parfaitement le marché. Donc, je passe la parole à Philippe, en remerciant pour son temps et le partage de son expertise. À toi, Philippe. Merci, Saad. Bonjour à tous les participants. Je remercie bien évidemment une nouvelle fois toute l'équipe de l'ASMEX, en commençant par le président, son directeur général, Madame Karkri, la présidente du comité Afrique, avec laquelle j'ai eu l'occasion déjà d'échanger sur ces projets qu'elle mène déjà en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc moi je suis installé en ce moment au Sénégal, où est notre bureau principal. Je vais donc ouvrir immédiatement le dossier qui va vous permettre de suivre. Voilà. Donc là, vous devrez immédiatement. Vous me confirmez que vous voyez bien le fichier? C'est parfait, Oui, Philippe. oui, tout à fait. Ok. Voilà, donc après ces remerciements d'usage, je confirme effectivement, Saad, que je suis un mouride, mais je dirais comme nous tous, étant là un aspirant à m'approcher de Dieu. Donc je pense que nous tous, on est dans cette voie. Voilà, je vais refermer cette parenthèse. Même si elle a une importance évidente dans le cadre de cette précision ici, puisque effectivement les relations économiques qui drainent de manière ancestrale entre le Sénégal et le Royaume du Maroc, soutenues à la fois par le président ici Macky Sall et son Altesse le roi du Maroc, elle dépasse largement les aspects économiques. Saad le disait tout à l'heure, de nombreux étudiants sont résidents chez vous et beaucoup même montent des entreprises sur place et continuent effectivement leur vie au Maroc. On a aussi un échange au niveau des spécialistes de la santé. On sait qu'ici, il y a un plateau santé assez relevé et que nombre d'internes, externes et internes du Royaume, donc des Marocains,
viennent effectivement poursuivre leur formation au sein des différents plateaux médicaux que nous avons ici. Voilà. Et à travers tout cela, bien évidemment, la partie religieuse a aussi son mot à dire. Et ça, vous le savez, des grands échanges. Ici, il y a de nombreuses manifestations à caractère religieux auxquelles participe de manière systématique la communauté marocaine à travers ses représentants étatiques, mais également ses représentants religieux. Donc, en fait, il y a tout un ensemble qui formule une vraie communauté, je serais tenté de dire, entre les Marocains et les Sénégalais. Voilà ce que je peux dire en préambule assez général sur ce schéma. Et pour rebondir sur la présentation fort sympathique à mon égard de mon camarade et collègue au sein de Globe Alliance, donc Saad Amoumi. Voilà, donc j'ai choisi une photo d'un centre sportif qui est en construction, qui révèle ici les ambitions du Sénégal sur les JOJ 2022. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est déjà en construction. Bon nombre de bâtiments sont en construction ici. Pour tous les Marocains qui connaissent le Sénégal, on a l'habitude de dire qu'ici c'est un chantier à ciel ouvert. Partout, lorsque vous êtes soit à Dakar, soit en sortant de Dakar, en allant vers l'est, Diamniadio et autres, vous avez des bâtiments qui sont en perpétuelle construction. Et donc, j'ai choisi pour manifester cet état de fait, ce dossier. Voilà brièvement ce que je vous propose. C'est assez classique. Je vais vous présenter quelques éléments macro, mais rapides, sur le pays. Je vous ferai bien évidemment un point Covid, rapide là encore. Le Maroc et le Sénégal, donc, ce sont des relations qui sont fondées principalement sur une collaboration qui se veut collaboration sud-sud. Comme le disait Madame la Présidente, effectivement, ces relations sont anciennes et la particularité qu'il y a avec le Sénégal et le Maroc, c'est la volonté, effectivement, d'activer ces relations sur-sud, de manifester, effectivement, une action économique au sein du continent. On verra également quel est globalement le cadre pour y faire des affaires et quels sont les principaux secteurs, sachant que c'est sur ces deux parties principales qu'il faudra qu'on m'a demandé d'intervenir le plus possible. Et puis après, si on a un peu de temps, je vous parlerai également de ce que nous faisons ici. Alors, le Sénégal, donc, c'est un pays qui est aux influences multiples, qui concilie à la fois la modernité, mais également le respect des traditions. C'est effectivement un lieu d'échange où tout investisseur, sans aucune distinction d'origine, de race, d'ethnie ou quoi, ou qu'est-ce, est libre de s'y installer, de prospérer et également donc de rapatrier des capitaux dans son pays d'origine. C'est un pays à une économie libérale. Il y a un vaste programme de privatisation. Ici, c'est la libre concurrence. Il y a une certaine simplification au niveau du cadre réglementaire sur lequel on viendra, donc réglementaire et juridique, qui est relativement dynamique. Et notamment qui favorise la promotion des investissements, on y reviendra également. Ce qu'il faut noter, c'est que le Sénégal, c'est un pays qui est une institution politique en Afrique. C'est une valeur sûre au point de vue de la stabilité, à la fois des institutions, des stabilités au niveau de la paix, et qui est confirmée par un grand nombre d'organisations internationales. Au demeurant, vous trouverez ici au Sénégal quasiment toutes les représentations des organisations internationales, ainsi que des grandes multinationales qui ont fait donc de Dakar leur capitale, leur base pour leurs opérations régionales. Donc, de ce point de vue, on peut dire qu'il y a la démocratie, le multipartisme, une solidité dans les institutions, la reconnaissance des droits politiques et sociaux, la liberté d'expression, bref, le Sénégal, de ce point de vue, est un modèle en Afrique de l'Ouest. Voilà à peu près ce que je peux dire sur cette partie-là. Alors, vous avez des données ici. De toute façon, cette présentation sera
vous sera transmise. Elle sera également disposée sur le site de la SMEX, éventuellement sur notre site. Donc, tous ces éléments complexes à lire, vous les aurez en totale disposition. Voilà, ce que je peux dire en tout cas également, c'est que c'est la deuxième puissance économique francophone en Afrique de l'Ouest. Depuis 2015, alors hors crise 2020, bien sûr, comme partout ailleurs, on a subi cette crise de la pandémie. On a dépassé largement les 5% de taux de PIB. Et donc, la croissance économique, elle demeure soutenue par la poursuite de l'exécution des programmes d'investissement de l'État, la consolidation des activités agricoles, ainsi que la bonne tenue de l'industrie. On reviendra sur des éléments chiffrés à ce niveau-là. Donc, un élément probant, c'est la notion de PSE, le plan Sénégal émergent, qui, en 2014, donc, a amené un tournant majeur, puisqu'elle a pour objectif de faire du Sénégal l'une des économies les plus performantes d'Afrique subsaharienne. Donc, renforcement de la compétitivité, amélioration du climat des affaires, on voit la notion de business ici, poursuite des grands chantiers de l'État, autoroutes, un train express régional, des voies de dégagement nord, des voies de dégagement sud pour fluidifier la circulation, puisqu'ici on est sur une presqu'île. Également le soutien donc, au secteur stratégique, donc, au sein duquel on va retrouver bien sûr l'agriculture, l'agro-industrie, la pêche, le tourisme et l'énergie pour les principaux, et puis le développement des programmes sociaux à travers la santé et l'éducation, qui sont donc les principales composantes de ce plan Sénégal émergent. Alors, sur les aspects PIB, j'évoquais tout à l'heure des données, plus de 5% depuis 2015, hors crise 2020, mais le rebond est déjà présenté. Le rebond pour l'année 2021 est déjà présenté, puisqu'on devrait se situer à peu près dans un... On ne sait pas encore si on va être à moins 0,7 ou à plus environ 1%. On est encore en construction des données pour la finalisation. Mais d'ores et déjà, il est prévu pour l'année 2021 un rebond à environ plus de 5%, environ 5,2%, ce qui montre la qualité de ce plan Sénégal émergent et de la volonté de l'État de permettre effectivement à tout investisseur de pouvoir réaliser dans ce pays l'ouverture, d'une part, sur ses activités propres dans le pays du Sénégal, mais également donc l'ouverture plus large au sein de la sous-région, puisque c'est un vrai carrefour, et on a l'habitude de dire que le Sénégal, n'en déplaise à la Côte d'Ivoire, reste encore à ce jour vraiment la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest. Également, l'arrivée et la découverte d'importantes quantités de pétrole, mais je pense que je ne vous apprends rien, et la perspective surtout de production donc commerciale, donc pétrolière et gazière, qui vont permettre donc de donner la capacité à l'État du Sénégal de maintenir son dynamisme économique et puis surtout de dégager un budget important pour mener à bien sa politique d'investissement. Alors, de ce point de vue, l'exécutif s'emploie à construire donc les infrastructures nécessaires pour le développement du secteur économique, notamment celui du pétrole et du gaz, et vouloir donc à travers cela tirer profit de la manne pétrolière. Les réserves pétrolières étant estimées à ce jour à 450 milliards de mètres cubes. Voilà à peu près ce qu'on peut se dire en guise de démarrage de précision générale. Quelques mots sur le Sénégal et la culture sénégalaise. Alors, pour tous ceux qui vivent ici, ou ceux qui sont déjà venus régulièrement, vous avez déjà entendu 1000 fois ce nom de Teranga,
qui n'a pas en français de véritable comparaison. On a l'habitude de dire que c'est la capacité de recevoir, etc. En réalité, ça dépasse largement ce terme. Il n'y a pas de comparaison, effectivement, en langue française. Je ne maîtrise pas suffisamment soit l'arabe, soit le marocain pour pouvoir vous dire si on aurait une comparaison. En réalité, ici, on est véritablement dans le fait de mettre en œuvre de manière réelle et concrète tout à chacun, de faire en sorte que chacun se sente dans les mêmes dispositions que s'il se trouvait dans son propre chez-soi. Voilà, c'est exactement de ça dont il s'agit. Pour des personnes venant de l'extérieur, et notamment plus au nord encore que les pays africains, c'est quelque chose qui peut être un peu déstabilisant, puisque, je vous dis, c'est pas simplement une notion d'être le bienvenu en termes d'étranger, c'est véritablement d'être chez soi, chez les personnes qui vous reçoivent. Donc tout est mis à votre disposition et vous êtes véritablement le roi à l'intérieur du foyer qui vous accueille. Très particulier, mais c'est une des particularités du Sénégal qui perdure au fur et à mesure des années, des décennies. Ce facteur culturel est très prégnant ici. Alors bien sûr, comme dans tout pays en voie de développement, et notamment Afrique et Afrique de l'Ouest, on a une économie informelle qui subsiste. Une étude récente faite par une organisation internationale m'a honnêtement surprise, puisqu'elle dit, preuve à l'appui, qu'en réalité, on serait à 9 travailleurs sur 10 qui seraient employés dans un secteur dit secteur informel. Alors, secteur informel, c'est une particularité qui est difficilement, encore une fois, abordable d'un point de vue logique, puisque c'est informel, ici au Sénégal, plus encore une fois au Côte d'Ivoire, par exemple. Il y a une vraie différence sur l'acceptation de ce secteur informel. Ici au Sénégal, le secteur informel, malgré tout, participe, de loin certes, mais participe à l'effort national. Dans les marchés, par exemple, vous avez des inspecteurs des domaines et la DGID, des domaines généraux et donc des impôts, qui se déplacent et qui font participer avec des tickets à hauteur, je crois, de 2500 par jour pour pouvoir donner la possibilité à tout à chacun de pouvoir vendre ses produits sur place sur les différents marchés. Et Dieu sait qu'on a beaucoup de marchés chez nous ici, à Dakar et ailleurs. Donc, cette notion d'économie formelle et d'économie informelle est un peu particulière. J'ai simplement voulu ici vous alerter sur un fait évident, c'est que quoi que vous fassiez, quel que soit le secteur dans lequel vous vous trouvez, vous serez en relation avec des gens qui sont dans le secteur dit de l'économie informelle. C'est quelque chose avec lequel il faut savoir œuvrer. On est vraiment dans un modèle totalement donc culturel et qui n'a pas de base, je dirais, relative à l'organisation des entreprises telle qu'on peut le connaître de manière académique. Voilà pour cette particularité. Alors, un point évidemment sur le Covid. Donc, vous voyez le nombre de cas. Ça, c'était la date d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus quand est-ce que j'ai arrêté mes chiffres. Il me semble que c'est la date d'hier. J'ai dû faire une mise au point hier dans l'après-midi. Vous voyez qu'on est à un taux pour une population avoisinant les 16 millions. On est à un taux de cas relativement restreint comparé à ce qu'on peut connaître dans d'autres zones et d'autres points géographiques. Malgré tout, on a une deuxième vague qui nous a véritablement amené à prendre des dispositions un peu plus draconiennes. On est retombé donc dans la notion donc de couvre-feu qui nous oblige à rester chez nous de 21h à 6h du matin, de mémoire, ou à 5h. En tout cas, de 21h à 5h du matin, ne peuvent voyager à l'extérieur des bâtiments que des personnes qui peuvent apporter la preuve qu'elles sont soit en voyage, parce qu'ici les frontières aériennes ne sont pas fermées, vous pouvez vous rendre facilement à l'aéroport pendant ces périodes de transit,
étant entendu que vous ne pouvez pas être accompagné par d'autres personnes que celles qui éventuellement vous conduisent jusqu'à l'aéroport, à votre lieu de résidence, que ce soit l'hôtel ou votre lieu de résidence personnel. Donc, le plan de soutien qui a été mis en place par le gouvernement sénégalais est un plan de soutien qui est fondé sur 4 piliers qui apparaissent ici et qui ont été mis en place dès la fin du mois de mars, puisque la première comment dirais-je, information officielle du président de la République Macky Sall a eu lieu le 24 mars chez nous, avec une mise en place d'un couvre-feu dans les jours qui ont suivi, et qui viennent d'être mis en place il y a quelques jours, comme je vous le disais précédemment. Mais en tout cas, donc 4 piliers qui ont permis de maintenir dans une vision raisonnable, je tentais de dire, un nombre de décès toujours trop important, certes, mais j'allais dire relativement contenu. Je vous laisse bien évidemment lire ces notions chiffrées que vous avez et d'informations sur la partie droite du slide. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'une utilisation immédiate et systématique de l'hydrochloroquine, par exemple, ou l'azithromycine, telle que le préconise le docteur Raoult en France, doit participer, on l'imagine aisément, aux résultats que vous voyez ici. Au point de vue des retombées économiques, une étude a été faite par l'ADE-PME, qui est l'agence qui chapeaute les PME et PMI ici. Une étude relativement récente qui date de 3 mois a pu mettre en exergue qu'environ 30 à 35% des entreprises étaient directement touchées et impactées par la pandémie. Bien sûr, au premier rang desquels, de manière assez traditionnelle, comme c'est partout dans le monde, tourisme, transport, notamment transport aérien, hôtellerie, etc., etc. Mais également au premier rang desquels les entreprises dites du secteur informel, bien sûr, puisque le couvre-feu interdit à tous ces petits revendeurs de rue de pouvoir continuer de vendre ce qu'on peut normalement acheter dans les grandes boutiques et qu'on vous vend à des prix cassés, puisqu'en fait, on diminue la dose. Par exemple, on vous vend du poivre pour 25 centimes de francs CFA, ce que vous ne trouvez pas, bien évidemment, dans les grandes enseignes. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur la pandémie, telle qu'on le vit actuellement. Alors voilà, ici, vous aurez ces éléments à disposition. Toujours très délicat de lire et de pouvoir rendre attractif ces planches. Vous constaterez que pour 2020, tel que ça apparaît ici, on est bien à ces 0,7 négatif nominal, mais 2021 avec un rebond en 2022 de 6%. D'autres bases de données internationales nous disent qu'on aurait éventuellement la capacité, grâce aux énergies pétrole et gaz, de passer à 12%. Ceci étant, a priori, on aurait déjà repoussé à 2023 en réalité la capacité de production et donc de commercialisation de nos ressources pétrolières et gazières. Donc, j'ai préféré vous présenter cette planche. La planche qui est en dessous, donc c'est la répartition par activité. Vous voyez qu'on est effectivement une grosse prépondérance sur la notion de service, puisqu'on avoisine les 60% en termes d'activité par secteur sur le PIB. Viennent ensuite l'agriculture et enfin l'industrie. En revanche, avec des valeurs ajoutées qui, pour l'agriculture, montrent effectivement qu'on reste dans une agriculture de type agro-pastoral et sur laquelle le gouvernement, dans le cadre du PSE dont je vous parlais précédemment, eh bien, tente d'améliorer les taux de rendement, etc., pour pouvoir avoir une valeur ajoutée plus importante. Je voudrais simplement vous indiquer que l'agriculture, qui pèse à peu près 30% de l'emploi total, ça représente une partie très, très, très importante, en réalité, des personnes qui travaillent sur ce secteur. Voilà à peu près ce que je peux vous dire ici pour faire vite. Ensuite, ici, c'est la notion d'investissement direct étrangers. Donc, bien évidemment, c'est important pour les investisseurs que vous êtes, puisque l'objectif majeur du plan Sénégal émergent
c'est l'attraction des investissements directs étrangers. Donc, ces planches donneront des indications. Dans la zone, le Sénégal est un fort pourvoyeur d'investissements directs étrangers. Fort pourvoyeur d'investissements directs étrangers, et pensons que légitimement, les efforts consentis depuis 2014-2015 sur le plan sénégal émergent favorisent effectivement l'arrivée massive des investisseurs et des financements sur les différents secteurs que nous verrons tout à l'heure. Donc, tout est mis en œuvre pour que l'amélioration de l'environnement des affaires et des réformes structurelles, donc notamment la partie des investissements et de la fiscalité, qui vont permettre donc aux entreprises marocaines qui vont souhaiter s'installer au Sénégal de s'inscrire dans la pérennité et à être parfaitement insérées dans cet environnement à moyen et à long terme, puisque la notion d'investissement direct étranger, c'est vraiment la prise de position pour pouvoir se positionner en tant qu'opérateur économique à part entière. Alors, bien sûr, les services financiers extrêmement importants pour les investissements réalisés. Je ne vous apprendrai pas grand-chose en vous disant que dans les 26 banques, on retrouve les 3 banques principales qu'on trouve ici tout le temps. J'entends bien évidemment la CBAO, je parle des entreprises, des banques, pardon, marocaines, la CBAO, la Banque Populaire et la BMCE. Vous retrouverez, comme un peu partout dans la région, très présente ici. Quoi vous dire d'autre que ce qui est noté? J'aimerais attirer votre attention sur le fait éventuel que l'inclusion financière est relativement élevée au Sénégal, puisqu'on avoisine les 67%. On était sur un trend de 75%. Malheureusement, le challenge n'a pas pu être relevé. On imagine que les mouvements, l'inconfort et les péripéties de 2020 n'ont pas permis de réaliser cette performance, mais on est déjà relativement élevé sur cette notion d'inclusion financière. Vous voyez qu'on est dans un système bancaire extrêmement dynamique. Du reste, 2 nouvelles banques sont arrivées encore en 2019. En revanche, on peut malgré tout souligner que la contribution des banques à l'économie, notamment des PME et des PMI, est encore aujourd'hui insuffisante, puisqu'elle ne participe qu'environ à 30% de l'économie du secteur privé. Bon, c'est un fait. Tout cela doit se modifier. Les 3 banques marocaines participent pleinement, bien évidemment, à l'effort de concentrer tous les efforts pour pouvoir améliorer cette inclusion financière. L'intérêt pour les investisseurs marocains que vous êtes, eh bien, c'est de pouvoir librement avoir votre banque de dépôt en termes de trading, donc ça veut dire en termes d'investissement international, tout en ayant vos relais sur place. Ça veut dire en fait dans votre base locale, en partant du Maroc. Tout cela évite bien évidemment les péripéties de compensation financière des banques et autres, et pour de faciliter les transactions à l'entrée et à la sortie, notamment en termes de cash flow et d'autres incidences de trésorerie. Alors, la direction, la DER, c'est la direction de l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes, a signé de nombreuses conventions avec des institutions financières. En toute honnêteté, je ne sais pas si les banques marocaines sont inscrites dans ces conventions. Je n'ai pas l'information, je pourrais, si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement la traquer et donc vous la donner, à moins que quelqu'un l'ait déjà au sein de la SMEX, par exemple. Et du coup, donc, si vous voulez, à travers ce programme, la DER, c'est vraiment le bras armé financier des programmes d'investissement de l'État sénégalais. C'est eux qui financent les entreprises lorsqu'elles sont des entreprises locales, bien évidemment. Donc, elles contribuent très favorablement à la décaissement des prêts
auprès des différentes institutions donc, qui sont en convention avec elles. Voilà globalement ce que je peux vous dire du système financier. Un autre point éventuel, c'est qu'ici, tout le monde travaille avec son téléphone portable, pour peu qu'on soit connecté. Donc, beaucoup de moyens de paiement mobiles. C'est extrêmement démocratisé. À tout moment du jour et de la nuit, vous avez de l'argent qui transite à travers les téléphones portables, que ce soit Orange par exemple, ou bien des sociétés comme Weasel, dans lequel la Banque Populaire a investi. Donc le Maroc a investi dans cette société. Voilà, c'est véritablement une vraie révolution extrêmement forte, et je n'ai pas peur de dire bien plus forte au Sénégal que ça l'est ailleurs, y compris en Côte d'Ivoire, où il n'y a vraiment pas il n'y a pas photo, il n'y a pas de compétition. Enfin, il y a compétition, bien sûr, c'est ridicule ce que je dis, mais en réalité, au jour le jour, il n'y a pas compétition. Le Sénégal est bien plus avancé en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment sur les moyens de paiement. C'est peut-être un peu moins vrai auprès des entreprises PME, PMI, et c'est très vrai au niveau des institutions, ça veut dire au niveau de toutes les administrations. C'est relativement facile au niveau de la digitalisation au Sénégal, ça l'est beaucoup moins en Côte d'Ivoire et ailleurs par exemple. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie des secteurs financiers. Alors peut-être quelques aspects sur le recouvrement, éventuellement, ça peut être intéressant. Donc on est bien évidemment dans un formalisme lourd en matière de recouvrement des créances clients. C'est un formalisme lourd, une absence totale de célérité, une totale complexité dans les procédures, que ce soit au niveau étatique, enfin, au niveau des agences d'État et autres, lorsque vous bénéficiez de marchés publics, mais également auprès des opérateurs privés, malheureusement, je serais tenté de dire. Voilà, on a tous les moyens, tous les moyens de paiement, j'allais dire assez conventionnels. Ça va bien sûr chèques, en passant par les lettres de créances et autres. Par contre, aucune diligence pour pouvoir finaliser vos rentrées financières. Et ici, plus qu'ailleurs, je le disais précédemment, on est encore très ancré sur une notion traditionnelle. On est encore axé sur la connaissance des familles qui doit permettre à un moment ou à un autre de pouvoir faciliter les rentrées d'argent. Alors, c'est peut-être pas très politiquement correct d'aborder ceci devant une caméra tel que je le fais maintenant, mais c'est l'objectif de vous signifier concrètement ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Qu'est-ce que je suis en train d'aborder ici? Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux rester en bon terme. Il vaut mieux de manière convenable trouver des solutions d'arrangement que de vouloir effectivement passer par des solutions juridiques et autres qui, elles aussi, sont extrêmement lourdes et peu simples. Voilà. L'idée vraiment, si j'ai un conseil à vous donner en tant qu'investisseur, favoriser de manière systématique le contact direct, la solution qui va favoriser effectivement l'entente entre les deux parties, quand bien même il peut s'agir de remise en cause de manière systématique des dispositions sur lesquelles vous vous êtes déjà entretenu, sur lesquelles vous étiez convenu, plutôt que d'essayer de trouver des solutions un peu plus musclées, on va dire. Du reste, nous avons chez nous des sociétés de recouvrement, il y en a, et pour les connaître de près, ces sociétés de recouvrement, elles aussi favorisent tant que faire se peut la concertation et l'arrangement amiable, plutôt que, comme on le fait dans d'autres parties du monde, de recourir éventuellement à des solutions de recours juridiques et autres. Voilà. Voilà, donc ces sociétés également existent chez nous. Alors, quelques données sur le commerce. Vous les avez exprimées en millions de dollars. Donc,
beaucoup de données, excusez-moi, beaucoup de données à lire. Vous aurez ces informations. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on est en augmentation jusqu'en 2019, bien sûr. Tous ces voyants sont plutôt en vert, plutôt dans le bon sens. Même si les importations de biens et de services, à un moment donné, ont été en récession, ce qui est toujours le cas. Vous avez donc ces données à votre entière disposition. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre le Maroc et le Sénégal? Donc, vous voyez ici exprimé en millions de dollars. Les chiffres sont en millions de dollars. Donc, 220 millions de dollars exportés du Maroc vers le Sénégal, donc, qui montre immédiatement donc, un excédent en matière d'export du Royaume vers le Sénégal et une importation donc, de produits qui sortent du Sénégal vers le Maroc, qui reste effectivement toujours très très faible, puisqu'on est à 11 millions de dollars US. Donc, vous voyez que la balance du commerce international est largement en faveur du Maroc, s'il fallait ici l'exprimer ainsi. Quels sont les types de produits qui sont exportés? Donc, j'ai la petite fenêtre qu'il faut que je bouge, sinon je ne pourrais pas lire ce que je ne vois pas. Tout ça est bien évidemment toujours exprimé en millions de dollars. Donc, d'abord, ce qui est exporté donc, du Royaume vers le Sénégal, les engrais, fertiliseurs, les engrais, les articles en fer ou en acier, les équipements, qu'ils soient électriques ou électroniques, tout ce qui traite du papier, du carton, des articles en pâte, etc., etc. Tout ce qui traite des produits savons, lubrifiants, etc., etc. Également l'aluminium et les produits fabriqués avec l'aluminium. Ensuite, donc, viennent tous les produits plastiques et les matériaux fabriqués avec ces plastiques. Ensuite, tout ce qui est machinerie. Ne retenez pas la partie des réacteurs nucléaires. Je n'ai pas cette information précise. En tout cas, tout ce qui est type machinerie, donc servant à l'industrie. Les préparations alimentaires diverses, bien sûr. Et ensuite, tout ce qu'on trouve comme fruits comestibles, la noix, les écorces, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qui provient du Sénégal et qui rentre au Maroc, avec les proportions qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, des équilibres de la balance commerciale. Donc, des préparations alimentaires à base de viande et de poissons, des crustacés, des mollusques, des invertébrés aquatiques. Ensuite, donc, ce qu'on appelle des graines oléagineuses, etc., etc., des fruits secs. Ensuite, toute la partie qui concerne donc la partie des engins aéronefs et autres, en fait, toute la partie mécanique qui est faite par les sociétés donc ici qui travaillent dans l'industrie. Les équipements électriques et électroniques, vous voyez qu'il y a un certain échange entre les deux, puisqu'on retrouve ces notions provenant du Royaume vers le Sénégal, et on retrouve également l'importation provenant du Sénégal vers le Maroc, sur cette partie-là. Bien sûr, tout ce qui est l'industrie textile, on va retrouver. Ensuite, un peu de coton, très peu, mais un peu de coton. Et enfin, des accessoires, donc de tissus, des accessoires à tissu. Et enfin, quelques matériaux provenant des biens tels que rails et autres. Encore une fois, on fait référence ici à la partie donc de l'industrie. Voilà à peu près la notion des échanges. Peut-être que certains d'entre vous vont retrouver des produits sur lesquels vous êtes déjà positionnés, ou peut-être pas encore, mais sur lesquels vous pourriez éventuellement
vous positionner, bien sûr. Alors, pour information ici, voici quels sont les principaux produits échangés au niveau international avec le Sénégal. Sachant que le Maroc est un des principaux fournisseurs, comme on l'a vu précédemment, mais pas le principal. Voilà, donc vous avez ici des informations, excusez-moi. Vous avez ici donc des informations sur les produits. L'idée étant ici éventuellement de donner, pour certains d'entre vous qui sont sur cette typologie de produits, mais peut-être pas encore présents en termes d'import et d'export, vous donner quelques idées pour pouvoir éventuellement vous positionner en termes de part de marché, de prise de part de marché. Donc ici, pour faire la part belle à nos amis éventuellement français ou chinois qui sont déjà, eux, bien présents et dans le top 5 des entreprises qui commercent avec le Sénégal. Vous aurez cette planche, bien évidemment, à totale disposition. Alors, on va rentrer peut-être un peu plus maintenant dans la partie business Maroc-Sénégal. Mon ami et collègue Saad l'évoquait, et Madame la Présidente l'a évoqué précédemment. En réalité, la collaboration bilatérale entre le Royaume du Maroc et le Sénégal est extrêmement ancienne. On retrouve des traces à la fin de l'indépendance, puisque les premiers accords bilatéraux remontent aux années 63 et 64. Voter de la loi et le décret d'application, si j'ai une bonne mémoire, doit être de 64 ou de 1965. Sachant que les concertations, je crois sous le roi du Maroc, Mohamed V, avaient déjà été entamées et facilité effectivement la sortie du colonialisme dans cet état d'esprit. Donc, il y avait déjà eu des réunions qui avaient été faites. Donc, vous voyez que effectivement, on est dans des relations ancestrales et qui vont au-delà des simples relations diplomatiques, comme je l'évoquais précédemment. Et de ce point de vue, le roi Hassan et le roi Mohamed VI, bien évidemment, font perdurer tout cela. Le roi Mohamed VI est déjà venu à de nombreuses reprises, et si je ne m'abuse, il est venu la dernière fois en 2016, sur laquelle il y a encore eu pléthore de conventions bilatérales, de coopération, donc signées. J'ai toute une liste que j'ai regroupée, que je n'ai pas bien évidemment nommée ici. Il y en a plus d'une centaine. Elles sont sur tout type de secteur, qui vont de la santé, en passant par exemple des coopérations entre des communes, en passant par des collaborations et des coopérations sur des domaines structurants, en allant aussi vers le domaine de l'éducation, vers la facilitation ou en tout cas des programmes de prise en charge des personnes handicapées, etc., etc., etc. En réalité, cette concertation et cette coopération, elle est extrêmement riche, elle est extrêmement fournie, et de ce que j'en connais, je ne pense pas qu'il y ait autant de coopération et de conventions signées entre deux pays. Je n'ai pas fait toutes ces recherches, mais en tout cas, il y en a un nombre très important. En tout cas, en 2015, un événement sous bien évidemment l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, donc la création donc, du groupe d'impulsion économique qui perdure, dont l'objectif est d'impulser donc la coordination et la pérennisation des relations d'affaires entre le Royaume du Maroc et le Sénégal. Donc, on voit bien que, comme le disait Madame la Présidente, l'Afrique, l'Union africaine et la SDECAF actuellement ouvrent le champ à des relations interafricaines, mais que cette notion extrêmement forte et ancestrale entre l'Afrique, le Sénégal et le Maroc doit effectivement perdurer et dépasser ce qu'il est aujourd'hui au regard de la place que doit prendre l'économie du royaume ici au Sénégal. Tout est déjà construit, certes, encore j'imagine des choses à faire, mais tout est déjà construit pour pouvoir effectivement
favoriser l'ouverture et le point de passage donc, de cette économie. Je vais donner des exemples, alors forcément des exemples extrêmement sur des entreprises type grande entreprise. Vous connaissez sans aucun doute ces exemples que j'ai mis ici. Moi, je voudrais plutôt insister sur la partie donc, des conventions. Je vous disais tout à l'heure, il y a une convention donc, qui date de 1965, qui s'appelle la convention d'établissement, qui perdure et qui donne la possibilité à tout à chacun, que ce soit un Sénégalais voulant mettre en place une entreprise au Royaume ou bien un Marocain mettant son entreprise au Sénégal, eh bien, chacun dans le pays hôte sera reconnu comme étant un ressortissant du pays. Donc la convention d'établissement, elle perdure et elle favorise effectivement la facilité de mise en place des entreprises de manière respective du Sénégal vers le Maroc et du Maroc vers le Sénégal. On a la chance de bénéficier depuis 2004 d'une convention de non-double imposition, donc le rapatriement des capitaux entre autres, mais aussi tout ce qui concerne donc les revenus à la source, les redevances, les impositions sur les bénéfices, tout ce qui concerne les salaires, on parle également de pensions, de prestations de sécurité sociale, mais également de la partie des dividendes. Donc, c'est l'élimination de la double imposition, donc un cadre, là encore, extrêmement favorable pour les Marocains à investir et à se positionner sur le moyen long terme dans ce pays donc, sénégalais, qui est la porte ouverte ensuite au chemin donc, de l'Afrique de l'Ouest et plus à même d'aller ensuite sur les autres pays. Bien sûr, on bénéficie ici, outre les éléments principaux que j'ai évoqués avec vous, nous avions évoqué le plan Sénégal émergent 2014, renforcé en 2019 à travers la phase 2 du plan Sénégal émergent. On a ici 3 points, trois outils sur lesquels on va pouvoir également travailler. On a le cadre général qui s'appelle donc le Code des investissements, sur lequel vous retrouverez ici les secteurs qui peuvent bénéficier du Code des investissements. On est à votre entière disposition pour vous donner des informations plus précises sur ce Code des investissements. Chez CEMO, mon associé est un juriste fiscaliste. Donc, on a toutes les informations éventuelles à vous donner. J'imagine qu'au sein de la SMEC, vous avez aussi des juristes qui peuvent vous donner ces informations. Mais donc, on a un code des investissements général qui, d'un point de vue sectoriel, permet de réaliser des investissements dans des considérations relativement importantes. Donc, vous pouvez bénéficier à l'intérieur de cela dans 2 modèles différents, donc de ce code des investissements, qui permet donc de faciliter les parties fiscales. Mais vous avez également 2 branches complémentaires, une zone d'économique spéciale, qui sont réservées donc ici spécifiquement aux secteurs que j'ai énoncés en dessous. Donc là encore, on a un cadre spécifique à l'intérieur de ces zones économiques spéciales. Vous en avez une qui se trouve à la sortie de Dakar, Diamniadio, où on a un grand nombre aujourd'hui d'entreprises internationales qui se positionnent. Ou d'ailleurs, la société Addoa, donc le constructeur Addoa, a beaucoup de programmes bâtiments, donc résidentiels et de bâtiments recevant du public. Donc on a 3 zones économiques spéciales qui sont à votre disposition au Sénégal et qui, là encore, bénéficient de spécificités vous permettant de réaliser vos investissements dans les conditions les plus favorables possibles. Et puis on a à côté de ça, pour d'autres catégories d'entreprises, vous faites sans doute partie, les entreprises donc franches d'exportation pour lesquelles il convient bien évidemment de rentrer dans des critères spécifiques, comme c'est le cas pour le reste, et qui vous permettent de bénéficier d'un régime fiscal et douanier particulier.
excusez-moi, et dont la principale caractéristique, c'est que pour être agréé, eh bien, vous devez réaliser au moins 80% de votre chiffre d'affaires donc à l'exportation. Voilà la principale caractéristique de cette entreprise forge d'exportation pour pouvoir donc obtenir cet agrément. Voilà, donc on reste, j'espère, dans notre timing. On en vient maintenant à la partie qui correspond à la partie du business, donc des opportunités éventuelles à réaliser. J'ai noté quand même, pour vous donner de l'appétit, si je puis dire, s'il en fallait, j'ai noté qu'on avoisine à peu près les 300 entreprises répertoriées, qui sont donc des entreprises marocaines qui exportent actuellement donc vers le Sénégal, dans tout type de secteurs, au premier desquels on retrouve l'alimentaire et les boissons, les produits chimiques, plastique, caoutchouc, pétrole et gaz, l'électricité électronique audiovisuelle. Ensuite, on voit bâtiments, travaux publics. Bref, toute une liste d'entreprises qui sont déjà effectivement positionnées dans l'exportation, dans l'importation chez nous. On en trouve déjà, je vous dis, pas loin de 300 qui sont déjà répertoriés. Vous avez ici donc des éléments qui vous permettent de bien comprendre, alors de mieux situer, si je puis dire, tous ces aspects. Pourquoi j'ai mis en premier l'agriculture et l'agrobusiness? Je vous ai donné une partie des réponses. On voit que les entreprises aujourd'hui marocaines sont déjà fortement positionnées sur ce secteur et par ailleurs, une compétence reconnue au niveau international des Marocains pour intervenir sur ce secteur. Vous voyez qu'ici, l'agriculture et l'élevage, ça représente 17% du produit intérieur brut, mais beaucoup de choses restent à faire, je le disais précédemment, en préambule, je crois. On a en réalité une grosse partie de la population qui travaille sur ce secteur de l'agriculture et de l'élevage. En revanche, on est sur des modèles anciens qu'on appelle silvio-pastoral, qui ne sont pas favorables au rendement. Donc, on est encore dans une vision culturelle, en tout cas, oui, culturelle. C'est pas le terme qui convient le mieux, mais vision ancestrale de l'occupation des terres. Il y a beaucoup à faire. Vous voyez qu'on a certains enjeux, donc la modernisation des pratiques agricoles, donc pour lesquelles, a priori, il y a des choses à faire au niveau des entreprises, puisqu'il y a du savoir-faire marocain là-dessus. Modération des pratiques agricoles, plateformes et les infrastructures, également sur la partie de commercialisation, l'autosuffisance en riz. Bien sûr, ici, on vise d'aller vers la sécurité alimentaire, ce qui est le cas de toute la sous-région, mais on voit bien qu'avec ce système agraire silvio-pastoral, on a des ambitions qu'on a encore un peu de mal à dépasser, sur lequel, sans aucun doute, les entrepreneurs marocains peuvent apporter des plus-values, enfin de la plus-value justement. L'idée, c'est d'aller effectivement vers la plus-value. Aujourd'hui, les entreprises marocaines sont bien positionnées donc sur le secteur bancaire, je le disais, sur l'industrie pharmaceutique. On a vu tout à l'heure l'exemple de la société là, qui est positionnée sur l'industrie pharmaceutique, sur l'énergie, sur les BTP, les télécoms et les assurances. Il me semble que de ce point de vue ici, sans aucun doute, il y a énormément à faire. Alors, ça devient de plus en plus encadré également. Vous avez des programmes très spécifiques qui sont mis en œuvre, dans lesquels il y a des collaborations à mettre en œuvre. Par exemple, on a au niveau de l'agriculture ce qu'on appelle les domaines agricoles communautaires, les DAC, sur lesquels il y a encore beaucoup à faire. Et je sais, on utilise un expert ici chez nous qui s'appelle Bassirou Mané depuis 2009, qui travaille avec nous et qui faisait partie de ce programme qui s'appelle le PRODAC,
Et effectivement, le PRODAC, donc, c'est eux qui ont pour ambition donc, de dynamiser et d'animer ces domaines d'activité communautaire, agricole communautaire. Pardon. Il y a encore beaucoup à faire à l'intérieur de tout cela. Israël, les entrepreneurs israéliens, à travers différents programmes, ont initié ce programme. Mais maintenant qu'il est en œuvre, il y a encore beaucoup à faire pour pouvoir. Et il y a beaucoup de prise de participation, et je suis convaincu que les entreprises marocaines ont beaucoup à apporter ici. Et ensuite, dans la chaîne de valeur, vous avez la Belgique qui s'est positionnée à travers ce qu'on appelle ici les agropoles. Et donc, les agropoles, c'est la suite. On a les domaines agricoles communautaires qui permettent donc effectivement à tout à chacun de faire sortir les matières premières, et ensuite les agropoles qui prennent le relais pour toute la partie donc, de production, de transformation des matières premières. Mais là encore, beaucoup de choses à faire sur lesquelles il y a des parts de marché, des belles parts de marché, pardon, excusez-moi, à prendre pour les entreprises donc marocaines. L'économie numérique, bien sûr, je l'ai évoqué précédemment, le Sénégal est très très bien positionné de ce point de vue-là, c'est indiscutable. Et donc, nous, on est déjà en contact avec des entreprises marocaines, puisqu'on a eu la chance précédemment de faire un séminaire sur le Mali et un séminaire sur la Côte d'Ivoire. Donc, on a déjà eu des occasions d'échanger avec certains d'entre vous qui sont peut-être présents ici. Et effectivement, de ce point de vue-là, l'économie numérique au Sénégal, à travers deux choses, donc un centre très performant qui va être positionné dans cette ville nouvelle de Diamniadio, où là, il y a encore tout à faire. Et puis, à la sortie de Dakar, ce qu'on appelle le Technopole, il y a un centre également qui va être mis en place sur lequel il y a de l'expertise à amener. J'ai donné quelques éléments de réponse. Mais ici, déjà, vous avez un grand nombre d'opérateurs PME, PMI, TPE, de gens extrêmement brillants pour lesquels il y a des vraies passerelles à monter avec eux. Il y a sans aucun doute des participations à avoir, des collaborations à mettre en œuvre avec la capacité des entreprises marocaines, l'environnement dans lequel vous êtes au niveau compétences, au niveau structuration de l'entreprise, etc. Beaucoup de choses à faire pour aider les entreprises locales, aider au sens investisseur, bien sûr, hein, les entreprises locales à passer le pas et aller plus vite, à sortir éventuellement du milieu TPE, start-up, pour pouvoir se positionner de manière très probante sur ce secteur. Il y a une vraie bagarre, en tout cas en Afrique de l'Ouest, et le Sénégal n'est pas prêt de lâcher, de dire son dernier mot là-dessus. J'espère que les entreprises marocaines seront de la partie. Le secteur des mines, bien sûr. Donc j'ai mis ici quelques projets structurants qui peuvent éventuellement donner matière à réflexion et éventuellement à volonté d'avancer dans cette partie-là. Bien sûr, le pétrole et le gaz. Alors là, tout est à faire. Excusez-moi. On sait bien qu'on est dans un domaine particulier. Bon, la manne, tout à l'heure, 450 milliards de mètres cubes de pétrole découvert au large du Sénégal. Donc, c'est une manne gigantesque. En revanche, ce qu'on sait également, pour ceux qui sont dans ce secteur, c'est qu'en réalité, vous avez 4-5 gros faiseurs qui sont des faiseurs internationaux. Donc, ceux-là, ils sont indiscutables. Ils ont déjà pris les marchés. En revanche, ça va générer autour de tout cela une vraie mécanique de ruissellement et donc de capacité effectivement à mobiliser des entreprises. Et ce qu'on sait aujourd'hui, nous ici, que ce soit pour les mines ou pour le pétrole et le gaz, c'est que les entreprises locales, eh bien, elles ne sont pas au niveau des exigences de ces grands faiseurs internationaux. Donc, l'idée ici, certes, c'est pour le Sénégal, enfin pour le Sénégal, pour l'État du Sénégal, pardon, c'est bien sûr de former des individus,
Mais vous formez un individu, vous formez 10 individus, vous formez en fait des personnes qui vont avoir la capacité à travailler, et vous ne favorisez pas le tissu entrepreneurial. Et ce qui est important, c'est de favoriser le tissu entrepreneurial. Et les entreprises marocaines que vous êtes, qui sont bien plus structurées, encore une fois, en compétences sur ces marchés, eh bien, il y a beaucoup de choses à faire. Et nous, on travaille notamment avec une société ici, une association qui regroupe ces gros faiseurs. Et on a lancé l'idée auprès de cette association en leur disant, écoutez, voilà, pour booster et pour accélérer la capacité des entreprises locales au regard des lois qui ont été votées sur le contenu local, local content, qui a été voté il y a 2016 par le président Macky Sall, 2016-2018, excusez-moi. Donc l'obligation aujourd'hui pour ces gros faiseurs de passer par également de sous-traiter avec des entreprises locales. Ce qu'on sait, c'est que les entreprises locales, à ce jour, elles n'ont pas la structuration pour le faire. Je pense que les entreprises, pour le moins marocaines, peuvent effectivement apporter leur concours en termes de mise en place. On passe par la GP, par des prises de participation, etc., etc. Il y a beaucoup à faire de ce point de vue-là. Les produits de la mer, bien sûr, et l'aquaculture. Bon, vous avez vu, je l'ai dit en préambule, en fait, le Sénégal, c'est avant tout Dakar, et Dakar, c'est une presqu'île. Donc, en fait, nous, c'est le bout du bout. Au bout, on tombe dans la mer, et toute la partie de Dakar, jusqu'à Rufisque et autres, eh bien, on est enclavé, on est entouré par les eaux. Donc, effectivement, on a une position géographique qui est extrêmement intéressante. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je crois du reste que des gens, enfin des personnalités marocaines, peut-être présentes d'ailleurs dans ce petit séminaire, sont déjà investies sur ce secteur. Excusez-moi. Donc voilà, notamment ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la notion, vous le retrouverez, c'est la notion de tilapia. Donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en œuvre sur cette partie-là. On sait aussi que malheureusement, les entreprises Excusez-moi. Il y a eu un gros dégât qui a été effectué pendant la présidence de Abdoulaye Wade. Ce n'est pas de la faute du l'ancien président Abdoulaye Wade, mais bref, la conjoncture économique et le manque de structuration de ces entreprises, ce qu'on appelle en fait les entreprises dans la pêcherie, qui fabriquaient et produisaient des produits issus de la mer. On a un grand nombre, les plus grosses ont mis la clé sous la porte, malheureusement, alors qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, il y a encore tout un secteur, si je puis dire, sur lequel il y a des choses à faire ici également, et vos entreprises ont des places à prendre. Alors ensuite, le secteur de la santé, bien sûr, vous trouverez des choses assez classiques aujourd'hui. C'est vrai que la pandémie favorise tout cela, mais on a nous un plateau médical assez qualifié. On a beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup, tout est relatif, hein, mais je parle par rapport à la sous-région. Le Sénégal est reconnu comme étant un plateau santé de bonne facture et de bonne qualité. Vous avez des gens de la sous-région qui viennent se faire hospitaliser au Sénégal. Pas les chefs d'État, si je puis me permettre cette boutade avec un peu d'humour. Mais malgré tout, effectivement, c'est un plateau médical assez relevé. Du reste, je l'ai dit également, on voit des étudiants en médecine, etc., marocains venir ici. On se trouve beaucoup dans les consultations, par exemple. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer des Marocains en consultation. On a également poussé des cliniques privées. Voilà. Donc il y a aussi là, sans aucun doute, des choses à faire. Le secteur du tourisme, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont faites en matière de coopération bilatérale. Des conventions bilatérales sur le tourisme, il y en a déjà pas mal qui sont signées entre la Côte d'Ivoire, entre le Sénégal et le Royaume. Donc, vous avez ici des références. Je ne sais pas où j'en suis dans mon timing, mais je pense que je suis un peu long. Non, je dois être pas mal.
Donc vous aurez cette planche de toute façon pour trouver des éléments principaux. Juste pour vous dire sur le secteur du tourisme, une forte poussée marketing a été faite vis-à-vis des locaux, donc c'est-à-dire des ressortissants sénégalais résidant au Sénégal, pour que, bien sûr, pendant cette période de pandémie, certes, mais c'était déjà un projet qui était antérieur à la pandémie. Je le sais parce que j'y ai travaillé. Nous y avons travaillé, pardon. Et donc, on a une vraie poussée de ce point de vue-là. À un moment donné, on avait aussi travaillé sur la partie tourisme religieux, parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges entre les villes à caractère religieux chez nous, comme Fès par exemple, etc. Il y a des pèlerinages, entre guillemets. Le mot n'est peut-être pas très convenable, mais c'est le terme qui est employé ici. En tout cas, des visites pieuses dans certaines villes, notamment à Fès, qui sont faites. Et à un moment donné, il a été imaginé que de la même manière, il pourrait y avoir un sens inverse vis-à-vis de villes comme Touba ici, la ville dont est Mouride, pour reprendre l'expression qui convient. Mais la ville aussi des Tidianes, parce que vous le savez, la confrérie Tidiane est extrêmement présente ici. Ils ont une ville également qui leur est, entre guillemets, dévouée. Voilà. Donc le secteur du tourisme, beaucoup à faire. Et ensuite, j'ai listé ce qui me semblait être inévitable. Les infrastructures, bien sûr, je l'ai dit. Le plan Sénégal émergent, c'est beaucoup d'infrastructures. Dakar est un chantier permanent. On a monté des autoponts. On a des autoroutes maintenant. La première autoroute en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, pardon, elle a été mise en place ici sous le magistère, sous la présidence de Maître Abdoulaye Wade, par exemple. Depuis, une autre autoroute a été faite de Dakar, enfin, qui suit l'autoroute qui va de Dakar jusqu'à l'aéroport, donc qui se trouve à l'extérieur, à 37 km de Dakar. Vous avez ensuite un relais qui va jusqu'à la ville de Touba, en passant par les villes de Thiès, etc., etc. Donc vous avez des projets infrastructurants, mais il y en a encore énormément de projets infrastructures. Vous avez le BRT, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, le Sénégal étant cette presqu'île, il y a un gros problème d'embouteillage. Et donc, on a une voie sud et une voie nord qui sont en pleine construction et qui vont permettre, on l'espère en tout cas, de désengorger. Beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. On a encore une autoroute à construire, l'accroissement des capacités du port de Dakar, etc., etc. Il y a des gros projets en assainissement et en eau. Il y en a déjà beaucoup qui ont été réalisés. Il y a encore beaucoup à faire puisqu'il y a un projet qui continue, qui s'appelle le programme 2019-2023. Donc, bien sûr, augmenter les capacités en eau, mais surtout l'accès à l'assainissement. Nous, on travaille ici avec on accompagne une société qui est spécialisée sur cette partie assainissement. Du reste, là encore, il y a des conventions bilatérales qui existent entre l'ONES ici chez nous et, vous m'excuserez, je n'ai pas le nom en tête, votre compagnie nationale des eaux. Voilà. L'énergie, bien sûr, un grand projet. Ici, vous avez la plus grosse centrale photovoltaïque qui a été montée à Taïba. Mais il y en a encore beaucoup. Vous voyez qu'il reste encore beaucoup à faire. On est à 65% de taux d'électrification et on doit augmenter ce taux pour que l'intégralité c'est l'horizon 2025, il y a un accès universel. Dieu seul sait si ce sera réalisé. En tout cas, on est toujours dans la mise en place de ces grands projets sur tout type d'énergie confondue, qu'elle soit encore fossile, à travers également les projets gaziers pour fournir l'énergie nécessaire, mais également les projets photovoltaïques et autres. Et enfin, le monde de la construction, bien sûr, ça représente une grosse part du PIB chez nous. Et personnellement, notre société est beaucoup interrogée. On accompagne beaucoup d'entreprises internationales, notamment sur le second œuvre nous concernant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais voilà, on est assez sollicité là-dessus. Il y a une grosse demande. Et on sait qu'on a pu driver, par exemple, qu'une certaine, quel est le mot qui conviendrait le plus, un certain agacement d'une certaine partie
des chefs d'entreprise sénégalais à l'égard de quelques chefs d'entreprise marocains vient notamment de la place que prennent les Marocains que vous prenez, donc, messieurs et mesdames les chefs d'entreprise marocains, sur la construction de bâtiments. Voilà. Il y a sans doute encore des prises de participation, il y a encore, encore beaucoup de choses à faire. Et surtout, je dis toujours la même chose, beaucoup de choses à faire en termes de collaboration pour pouvoir faciliter l'adaptation rapide des entreprises locales en termes de JV ou en termes de prise de participation, en tout cas d'entraide. Beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de commerce qui est fait. Hein. Je vous ai donné des chiffres tout à l'heure. On a un grand nombre d'entreprises qui travaillent donc déjà sur l'exportation dans le bâtiment et les travaux publics. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour j'arrive donc à la présentation de ma société. Je ne sais pas ce qu'en pense à la fois Saad et Madame la Présidente. Est-ce que c'est le moment de parler de la société ou est-ce qu'on passe aux questions-réponses? De toute façon, le document sera à votre disposition. Ce serait peut-être plus intéressant d'écouter les questions-réponses, c'est ça? Oui, je pense, oui, merci beaucoup. En tout cas, c'était assez riche et assez clair. Donc, je vais peut-être me jeter à l'eau. Là, j'ai quand même un petit témoignage. Là, je reprends la casquette de présidente Afrique pour le groupe Inetum qui s'appelait jusqu'au 1er octobre 2020, donc le groupe GFI. Et effectivement, on vient de décider, non, on a déjà fait toute la démarche et les procédures administratives pour investir au Sénégal. Donc, nous avons créé une filiale au Sénégal qui s'appelle donc Inetum Sénégal pour accompagner justement donc l'administration sénégalaise dans leur plan émergence digitale avec toutes leurs ambitions et puis bien sûr les entreprises jusqu'à maintenant ont travaillé soit à partir de Casablanca ou à partir de la Côte d'Ivoire, mais nous avons estimé qu'il était temps d'investir sur place, d'assurer une meilleure proximité et donc il y a un marché quand même qui est assez important, donc je voulais un peu témoigner qu'effectivement, dans ce secteur, il y a des choses à faire. Et donc là, nous sommes en train d'investir au niveau de ce secteur. Voilà, je voulais un peu témoigner pour Merci, Madame la comprendre ce que vous Présidente. venez de dire. Merci pour ce beau témoignage. Je pense que ça montre que déjà les sociétés marocaines commencent à s'implanter dans les secteurs des nouvelles technologies de l'information. Ça illustre bien ce qu'a présenté Philippe. Je te remercie, Philippe, à mon tour pour la richesse de ta présentation. Ça montre que tu connais parfaitement l'écosystème entrepreneurial au Sénégal. Moi, ce que j'allais dire, je passerai tout de suite aux questions. C'est que nos amis sénégalais, tu as dit qu'ils étaient agacés de voir beaucoup d'entreprises venir dans le secteur du bâtiment. Moi, je te dis que nous sommes aussi prêts à les accueillir s'ils veulent investir au Maroc. Il y a autant d'incitation, d'ouverture et de marché. Donc, la place est ouverte et je pense qu'il faudrait œuvrer aussi pour que, au niveau de la balance commerciale, il y ait un rééquilibrage. Donc, il y a plein d'investissements à opérer et je suis sûr des opérateurs qui sont prêts aussi à ouvrir leur capital. Donc, on va passer directement aux questions. Il y en a, je commence par dire qu'il y a une très bonne participation. On a eu une centaine, donc je vous remercie tous pour votre intérêt par rapport à nos webinaires. Pour dire par rapport à la partie accompagnement, comme on a dit dans les autres webinaires, nous sommes à votre disposition, que ce soit la structure de Philippe, moi-même, pour vous donner plus de réponses, répondre à vos demandes particulières. Alors, les questions qui sont arrivées, la première question, c'était par rapport à une société qui est dans les produits, enfin, les articles de lutte biologique pour l'agriculture. Et la personne, Monsieur Choutour, de poser la question, est-ce que pour le recouvrement, est-ce que c'est comme au Maroc, ça présente des difficultés, tu as déjà un peu répondu. Il demande si c'est possible d'avoir les délais de paiement approximatifs, est-ce qu'il y a une moyenne? J'enchaîne sur il y a trois questions, hein, donc je les livre
Patrick et après Philippe, pardon, et après je te laisse le temps de répondre. Une entreprise qui a déjà participé à nos différents webinaires, notamment en Afrique, qui est sur l'économie verte, enfin, surtout l'optimisation des énergies, enfin les énergies renouvelables. Ils posent la question, est-ce qu'ils peuvent, enfin, il y a une marge pour le développement de leur activité au Sénégal par rapport à toutes ces énergies renouvelables, l'optimisation, etc. La troisième société est dans le domaine textile. Et la personne pose la question, comment les entreprises marocaines peuvent-elles bénéficier des opportunités fiscales et tout ce qui est accords douaniers, enfin tout ce qui est accords bilatéraux ou même au niveau régional avec le Sénégal. La dernière personne demandait à disposer de la présentation, mais ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà, Philippe, je te passe la main. Merci, merci. Merci à tous pour votre participation et pour les questions. Délai de paiement, alors, on n'a pas. C'est une question intéressante. Je viens de m'apercevoir que. Alors, j'ai pas mon associé sous la main. Première erreur de ma part. J'en conviens. Donc, j'ai pas la réponse formelle. Je peux pas. J'ai pas la réponse et je vais pas vous donner une réponse que je ne peux pas maintenir. Je peux vous dire ce que nous, la manière dont ça se passe. Je ne peux pas vous dire si effectivement, de manière juridique, il y a des contraintes, comme par exemple c'est le cas dans d'autres parties du monde, où vous savez que de toute façon, à partir d'un certain… Voilà, il y a des contraintes de 120 jours, etc. Je n'ai pas cette vision. Je reviens à ce que je disais précédemment. On est dans un schéma, dans un pays, pardon, j'ai dit ça en préambule, qui est véritablement à la fois extrêmement moderne et extrêmement ancré sur ses traditions. Vous ne trouverez pas en Afrique un autre pays qui soit aussi ancré sur ses traditions. Alors donc c'est une espèce d'ambiguïté, ou de richesse, on pourrait dire, une ambiguïté, qui fait qu'à la fois, vous trouvez, je pense que Madame la Présidente ne me contredira pas, on voit bien, on est sur un mode des nouvelles technologies bien plus développées qu'ailleurs, sans aucun doute. Je connais bien l'Afrique de l'Ouest, mais pas le reste. Malgré tout, je vous dis, j'ai un bureau à Abidjan, je me déplace souvent au Bénin, etc. Je ne vois pas un tel écosystème aussi riche, aussi avancé que je le vois ici, pour l'aspect modernité, si je puis dire. Et en revanche, on reste sur des modèles extrêmement traditionnels. Alors pourquoi je réinsiste sur cette notion? C'est pour vous redire que vous allez pouvoir décrire tout ce que vous voulez dans vos relations commerciales, et c'est ce que vous allez faire, bien évidemment, puisque c'est le monde du commerce et c'est comme ça que cela fonctionne. Et vous vous rendrez vite compte qu'en réalité, on paye quand on peut, on paye un peu comme on veut. Je sais que, encore une fois, je suis enregistré, donc je devrais peut-être pas, mais voilà, je suis là aussi pour, me semble-t-il, pour vous dire les choses telles qu'elles sont réellement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne vous paye pas correctement. Mais ça reste effectivement assez flou. Voilà. Je pense que le terme qui conviendrait le mieux, ça serait de dire ça reste quand même assez flou. Et ce qui permet de garantir, quoi qu'il arrive, et encore une fois, je parle en connaissance de cause, j'aurais dû faire une parenthèse, nous sommes présents ici depuis 1997. Donc, on travaille également avec des entreprises locales. Il nous est arrivé à multiples reprises et encore aujourd'hui d'avoir des problèmes de recouvrement. Je ne suis jamais passé par une société de recouvrement, jamais. Et à ce jour, nous avons toujours recouvert nos créances. Toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais état d'esprit, il y a forcément quelques mauvais payeurs comme partout, mais qu'avant tout, ce qui convient, c'est d'être entouré de personnes qui vont vous garantir que, quoi qu'il arrive, on va trouver une solution de manière traditionnelle de pouvoir régler
les impairs qui vont pouvoir être ceux que toute entreprise partout dans le monde pourrait éventuellement trouver. Voilà, moi je vous parle vraiment de cette manière qui est peut-être pas très construite, j'en conviens, mais je vous parle vraiment avec l'expérience que j'ai ici. On accompagne aussi de nombreuses entreprises, il m'arrive de prendre des postes de direction commerciale, etc. Donc je suis le premier chef intéressé par le recouvrement des créances clients, bien sûr. Il y a comme partout des mauvais payeurs, etc., etc. Et je vous confirme qu'on arrive toujours à être payé. Et encore une fois, il y a des sociétés de recouvrement et de contentieux, vous en trouverez. Elles favorisent coûte que coûte la négociation. Prendre son dossier et vouloir passer par les tribunaux, c'est à coup sûr se rajouter des frais exorbitants pour une réussite extrêmement hypothétique du point de vue de celui qui réclame. Voilà. Alors qu'en revanche, sur l'aspect relationnel, et pour ça, c'est une question d'entourage, c'est pas simplement notre capacité à nous, chefs d'entreprise, mais c'est aussi les personnes qui sont autour et qui peuvent négocier, etc., etc. Excusez-moi de l'expression, mais à l'africaine, il n'y a pas de problème plus qu'ailleurs de recouvrement. Alors, je ne sais pas si ça répond clairement à votre question, mais c'est la réponse, je pense, qui convient le mieux, de mon point de vue. Énergie renouvelable, la réponse, elle est immédiatement oui. Alors attention, énergie renouvelable, il y a beaucoup de concurrence. Vous trouverez au Sénégal, comme partout ailleurs, énormément de sociétés qui se sont déjà positionnées sur les zones, notamment sur les énergies vertes, énormément. Et en face, il n'y a pas beaucoup de projets. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que c'est un secteur, excusez-moi, un marché ou une filière plutôt extrêmement concurrentielle, et ce, partout dans la sous-région. Extrêmement concurrentielle, avec en réalité peu de dossiers à couvrir. Donc, là, je prêche pour ma paroisse, bien essayer de comprendre son marché, bien essayer de caler avant tout son offre. Donc, faire appel à des personnes qui peuvent, je ne parle même pas d'études de marché, hein, je parle simplement d'une approche marché pour pouvoir bien considérer cet écosystème qui est déjà très présent. Vous avez beaucoup d'entreprises qui viennent du Nord, au-dessus, donc plutôt Europe, qui sont venues dans nos contrées ici et installer des filiales. Vous en avez beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mieux positionnées que les entreprises marocaines. Hein. Je n'ai pas d'exemple en tête, donc je ne pourrais pas répondre précisément. En tout cas, la réponse c'est oui, il y a des choses à faire, mais attention, c'est un milieu extrêmement concurrentiel et on travaille surtout sur la notion de prix. Donc, il faudrait avant avoir une bonne vision à tous les niveaux, sur tous les facteurs pour pouvoir effectivement envisager une venue, j'allais dire, enfin en tout cas une prise de marché réaliste et pérenne. Textile, comment bénéficier des avantages? Je suis embêté avec cette question, parce que j'ai une réponse toute faite. Mon associé est spécialiste. Voilà, nous c'est ce qu'on fait en partie. On intervient sur la partie commerciale, donc sur toute la partie qu'on appelle business développement. Et on intervient également sur toute la partie conseil juridique, fiscal et droit social, parce que mon associé qui s'appelle Momar Tiao, on a une SAS, c'est une société par action simplifiée, et il est lui-même expert à l'ordre des experts, donc sa signature vaut conseil. Et je vous apprends rien partout dans le monde. La fiscalité, c'est quelque chose de complexe. Je vous ai montré déjà, il y a différents niveaux, différents aspects. Vous avez également vous-même, dans le cadre des accords qui existent et qui préexistent à tout cela, des conventions qu'il convient effectivement de pouvoir éventuellement interroger. Donc, je dirais que éventuellement vous munir de conseils qui peuvent vous faire une étude préalable ou vous donner quelques renseignements préalables. En tout cas, essayez en fonction du dimensionnement de votre projet, vous conseiller au mieux à travers un mémorandum fiscal ou ce genre
ce genre de documents. Vous avez des grandes compagnies comme les grands cabinets internationaux que vous connaissez sans doute de nom, les Deloitte, les Thornton, etc., qui vont vous faire un travail de très bonne qualité, mais avec un prix excessivement cher. Notre société, je me permets de faire un peu de publicité, on a la même compétence, puisque mon associé travaille également il sous-traite aussi pour ces grandes sociétés. Par contre, on a des tarifs qui sont des tarifs PME, PMI. Voilà. Mais comment en bénéficier? C'est d'abord d'avoir des éléments qui vous permettent de faire un choix qui correspond à la dimensionnement de votre projet et puis aussi à vos attentes et à vos objectifs spécifiques là, qui correspondent à votre société, la manière dont vous voulez intervenir. Est-ce que vous voulez parler de filiale, pas de filiale, une succursale, etc., etc. Je pense avoir… j'espère avoir répondu aux questions. Oui, merci Philippe. Je pense que c'est ce que je compléterai en disant pour faire un peu le même business que toi ici au niveau du Maroc, sur toutes les questions que pose le business développement, le fait que le cabinet traite avec ces organismes crée aussi une certaine proximité et bien sûr il y a une expertise qui est développée. Donc moi, je conseille encore à tous les participants, quel que soit le choix des cabinets d'accompagnement, de ne pas aller seul parce que souvent, il y a des difficultés. Donc, se faire accompagner. Il y a des choix aussi de chambres de commerce, d'ambassades, etc. Mais si vous voulez faire un travail un peu plus, disons, ciblé, il n'y a pas mieux qu'un expert local pour vous accompagner. Alors, après, on a une demande. Je pose la question à Sibel Hssen. Est-ce qu'on peut donner la parole à Monsieur Mohamed? Alors, je ne lis pas son nom sur le chat, mais il est ancien cadre représentant de la BAD au Sénégal qui voudrait témoigner. Sibel Hssen, à vous la parole. Oui, oui. C'est Hamid Douche, allez, vous avez la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Pardon? Vous avez un problème de son à Hamid Douche. Il y a du bruit chez vous. Écoutez, mon micro est activé. Est-ce que vous pouvez l'activer de votre côté? Il est activé, mais le son se répète. Donc, il y a un problème de son chez vous. Ben, je ne comprends pas. Oui, malheureusement, il y a un problème, effectivement. Il y a l'écho. Ouais, il y a l'écho. C'est Mzri. Monsieur Mzri. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. J'espère que tout va bien. Alhamdulillah. Écoute, alhamdoulilah. Écoutez, merci pour l'invitation. Je vais participer donc en ramenant quelques points. Je connais bien le Sénégal. Ça fait 15 ans que je voyage souvent pour faire du business au niveau bâtiment, matériaux de construction. Alors, les opportunités que j'ai remarquées d'après mon séjour, qui se voit rapidement, ça peut aider à ce webinaire, c'est le tourisme. Alors, le tourisme, c'est une opportunité. Alors, réellement, c'est un pays qui est connu et vous avez des régions qui sont connues mondialement. Vous avez la région, la ville Salé, que vous connaissez bien, Monsieur Philippe, c'est toute l'année, il fait chaud et c'est une région qui est connue mondialement, la région de Sali. Donc là, effectivement, un investissement touristique, pour moi, c'est une opportunité. Alors, ensuite, dans le tourisme, il y a aussi l'île de Gorée. À l'île de Gorée, c'est une référence au Sénégal. Là, vous connaissez l'île de Gorée, ça nous ramène à la traite des esclaves. Et pratiquement tous les touristes, quand ils viennent là-bas, donc au Dakar, donc ils vont visiter l'île de Gorée. Bon, je pense que le tourisme, c'est une réelle opportunité. Il y a de quoi faire. Le deuxième axe que j'ai remarqué, c'est la distribution.
Pour la distribution, j'ai constaté qu'effectivement, les chaînes de distribution, il y en a partout. Hein. C'est entre Carrefour et Carrefour, il y a un Carrefour. D'accord? Donc, Carrefour, il y en a partout. Ah, d'accord, il y a partout. Donc, ça veut dire que la distribution, c'est un business. La distribution, aussi bien dans l'agro, général, comme Carrefour, aussi bien dans le bâtiment. Il y a des drogueries qui sont vraiment modernes par rapport à ce qu'on trouve ailleurs en Afrique. Donc, la distribution, c'est une opportunité. Alors, troisième opportunité, ce sont les produits des plantes médicinales. Il y a certains produits sénégalais qui sont connus mondialement. Je peux citer le tamaranier, je peux citer le bissap. Qui ne connaît pas le bissap? C'est un produit international avec ses vertus. Alors, le quatrième opportunité, ce sont les pièces de rechange. C'est vraiment les Sénégalais, et ils adorent acheter les voitures d'occasion et puis retaper la voiture et tout ça. D'accord, toutes marques confondues. Alors, et ensuite, il y a la nouvelle ville qui se construit, là, vous connaissez très bien, c'est la Diamine Niadou, qui est à 50 km de Dakar. C'est une nouvelle ville où la construction, c'est une opportunité. Bon, ça, ce sont les opportunités. Quels sont les freins pour l'export? Et les freins à l'export aujourd'hui au Maroc, c'est le fret. C'est le fret qui nous pose un souci. C'est toujours, il est cher, d'accord? Soit qu'il faut envoyer de la marchandise à forte valeur ajoutée pour que le fret devient, je dirais, donc mineur par rapport à la marchandise. Sinon, si vous envoyez des produits à faible valeur ajoutée, c'est pas possible de s'en sortir. Voilà. Donc, voilà, j'ai participé avec les opportunités et les points d'amélioration. Je vous remercie et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Philippe, Merci. je profite pour poser d'autres questions qui viennent d'arriver. Alors, quelqu'un qui demande comment est classé le Sénégal par les organismes comme COFAS, Euler Hermès, dans le dernier rapport. Est-ce que tu as une idée donc, de rating Sénégal? Et l'autre question, c'est par rapport aux droits de douane des produits de la pêche. Quelqu'un qui est dans la conserve de sardines, et je ne sais pas si tu as une idée sur les droits de douane par rapport à ça pour le Sénégal, pour exporter des conserves de sardines au Sénégal. Alors, pour ce qui est du ranking, on a quelques données, mais je ne les ai pas sous les yeux. Je répondrai par mail, comme je l'ai fait les fois précédentes. Ouais. Je reviendrai sur quelques points de ranking spécifiques. Ce qu'on sait, c'est que, je crois l'avoir précisé, il y a une amélioration permanente et une reconnaissance internationale de l'amélioration quasi permanente sur différents points pour le business au Sénégal. Et honnêtement, pour les droits de douane très spécifiques sur la question, j'ai pas la réponse. Enfin, je l'ai pas. En tout cas, je l'ai pas là. Là, c'est très spécifique. Hein. Parce que, encore une fois, il y a le droit de douane. Enfin, si je peux me permettre, c'est vraiment pas une volonté de rétention d'informations. C'est que ensuite, si on fait référence, on va avoir un droit de douane général. Et puis ensuite, on va avoir un droit de douane qui va s'exercer dans le cadre des différentes dispositions que j'ai présentées. C'est-à-dire, en fait, des avantages fiscaux qui éventuellement dont peuvent bénéficier les investisseurs, auxquels j'ai fait référence tout à l'heure. Donc, un même droit de douane, en réalité, il est général et ensuite, il est spécifique en fonction, justement, de la manière dont l'investisseur se positionne. Très bien. Oui, je comprends. Je crois que ça reprend ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Ça montre justement, c'est un exemple précis, si je peux me permettre, Saad. Ça montre précisément ce que tu disais tout à l'heure. C'est que, en fait, on a une réponse qui est générale, et puis ensuite, on peut avoir une réponse qui va être spécifique par rapport à l'investisseur, et éventuellement par rapport au conseil qu'on peut lui donner, pour qu'en fonction de ses prérogatives, il trouve justement la meilleure ficelle, le meilleur axe pour y aller, ce qui ne sera pas éventuellement le cas, j'allais dire, d'une approche purement je suis ici, je vais là-bas et comment je fais pour vendre, etc., etc. Ce qui sans doute, et sans que ce soit péjoratif, fonctionnait bien il y a encore plusieurs décennies, quand la concurrence était moins internationale, moins ouverte. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de partout et vous savez tous comme moi que un Chinois, quand il vient ici, il vient avec tout, il vient avec le gouvernement chinois. Donc, c'est dire si lui, il est vraiment conseillé.
un Américain, quand il vient investir, ou un Hollandais, ou un Anglais, quand il vient investir au Sénégal, il vient avec sa batterie de conseillers. Et il ne va pas vendre un filet de pêche sans avoir fait d'abord une étude préalable qui va lui permettre effectivement de mieux cerner justement toute cette approche qui va permettre d'optimiser ces investissements et la manière dont ils peuvent intervenir. Bon. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Merci Philippe. J'ai reçu d'autres questions, mais qui sont, enfin, je précise à l'audience que des questions très précises sur enfin, la liste des distributeurs de droguerie, matières de droguerie, etc. C'est un travail qui doit être fait, qui demande du temps. Bien sûr, Philippe ne les a pas sur la main. Je peux déjà répondre parce que je suis un peu dans le même domaine. Pareil pour quelqu'un qui pose la question sur les huiles alimentaires en vrac, les producteurs principaux. On ne peut pas vous répondre. Donc ça, c'est disons, des prestations de services qui peuvent être faites par le cabinet CMO, mais qui vont demander du temps. Madame Sandrine Beauchamp semble-t-il poser une question que je ne retrouve pas dans le chat, donc si elle peut leur poser. Et on a, si Belhsen, monsieur, je pense, Tal, qui demande la parole. J'espère que Monsieur Mgharbi. Babacar Tal, après si tu as quelqu'un d'autre. Il y a d'abord Monsieur Mgharbi qui demande la parole. Ok. Monsieur Kamal Mgharbi. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si ma voix elle est claire. Très clair. Très très bien. Donc je tiens à vous remercier vraiment pour vos meetings, à chaque fois qui sont vraiment enrichissants. Et à vrai dire, en tant que gérant d'une entreprise, d'une start-up qui a débuté depuis une année, et malheureusement c'était une année un peu difficile. On a démarré, à vrai dire, dans la technologie verte, à savoir tout ce qui est d'ordre protection de l'environnement et recyclage des déchets. Ma question se cadre dans tout ce qui touche à la technologie verte. Avons-nous plus d'opportunités dans ce sens par rapport à un investissement en Afrique? C'est la première question. Ainsi, pour l'exonération fiscale, et en troisième question, tout ce qui touche à la gestion du flux financier et les opportunités offertes au sujet des enfranches industrielles. Et je pense qu'indirectement, vous avez pu répondre à la question comment nous assurer des futurs partenaires. Donc, c'est un peu, en grosso modo, mes questions. Je ne sais pas si vous avez pu les noter, elles sont sur les questions-réponses. Ok. Alors, je serais tenté de répondre de la même manière que ce que Saad a répondu tout à l'heure. Ce sont des questions. Alors, technologie verte, oui, je peux vous donner un exemple ici. Il y a une société qui s'est installée depuis peu et qui travaille sur la récupération des matériaux plastiques, etc. Alors que ça fait des années que ça ne fonctionnait pas. Et elle a l'air plutôt de bien. Alors, on ne la conseille pas, on ne la suit pas. Enfin, moi, personnellement, je ne la suis pas, je la vois de loin. Ça se passe plutôt bien. Donc, je ne peux pas vous donner le contour et le cadre dans lequel elle a opéré, comment elle a structuré son entreprise, etc. Je n'ai pas toutes ces informations. Ce que je sais, c'est que les technologies vertes, aujourd'hui, elles sont plutôt bien accueillies, et notamment aidées par le gouvernement, puisque la partie Dakar est, on peut le dire sans que ce soit péjoratif, dû à sa surpopulation. Dakar a une mauvaise maîtrise en fait de ses déchets, etc., etc. Donc on vit par exemple, dans un certain environnement qui mérite en tout cas d'être amélioré. Et de ce point de vue-là, bien évidemment, toutes les sociétés qui sont des technologies qui peuvent permettre d'aborder ces domaines, notamment parce que la construction, comme le disait un participant tout à l'heure, notamment la ville de Diamniadio, qui est une ville nouvelle, qui se veut, en tout cas dans l'esprit, apportant des solutions nouvelles à la ville, à l'urbanisation. Il y a des réflexions qui sont portées justement sur ces domaines. Maintenant, toutes les questions que vous avez abordées, ce sont des questions qui sont vraiment des questions spécifiques
et qui méritent pour le coup une réponse tout à fait spécifique. Je n'ai pas de réponse générale à vous apporter là-dessus, sauf celle que je viens de vous dire. Maintenant, nous, on est tout à fait ouverts à vous accompagner et à regarder comment on peut travailler avec vous sur ce projet, sur les différents points que vous avez évoqués, ou bien sur une partie des points que vous avez évoqués, ou bien, si vous préférez, vous pouvez directement voir avec une collègue locale qui s'appelle Saad Amoumi, qui intervient de manière spécifique, parce qu'en réalité, on fait partie du même groupement international qui s'appelle Globaliance. Voilà. Donc, voilà, vous avez le choix, soit vous passez par moi, par nous, directement ici, ou bien vous passez par Saad, pour une question de proximité, peut-être une facilité d'échange, et qui de toute façon, à un moment ou à un autre, on travaillera en commun sur ce dossier. Voilà ce que je peux voir. Enfin, je sais que c'est toujours désagréable ce genre de réponse. J'ai d'ailleurs du mal à la faire parce que ça fait un peu racoleur, mais j'ai pas d'autres réponses honnêtes à vous faire. Ça mériterait vraiment. C'est de la partie de conseil en fait. Et je peux pas vous répondre sur un conseil, hormis de vous dire que la réponse que j'ai faite initialement. Voilà. Je suis un peu embarrassé avec ce genre de questions, monsieur, mais pas avec votre question, hein, avec ma réponse en fait. C'est ma réponse qui m'embête. Merci Mais, Philippe. ouais. Donc je vais proposer peut-être, parce que là on est presque à 2 heures de l'événement, enfin on a passé plus que le temps qui était prévu. Je vais poser une question, peut-être si M. Blexil le permet, donner la parole à M. Babacar Tal, qui avait demandé la parole. Alors la question est de Mme Beauchamp. Elle pose la question, enfin, elle demande est-ce que récemment le président du Sénégal a interdit l'octroi des baux fonciers. Est-ce que cela impacte-t-il les investisseurs? Il interdit quoi? Les baux fonciers, le pluriel d'un bail. Il a interdit les baux fonciers. L'octroi. Je ne suis pas informé. Ça. Voilà, peut-être certainement pour les étrangers. Enfin, je ne sais pas. D'accord. Bon, nous, on fait des réalisations, on aide à l'investissement dans le foncier, parce que le foncier, c'est complexe au Sénégal, pour ne pas dire compliqué. Et honnêtement, alors je ne suis pas le spécialiste, et encore une fois, malheureusement, mon associé n'est pas là. Je n'ai pas cette information. Et alors, ça m'intéresserait par contre de savoir où cette dame a eu cette information, parce que nous, on a encore réalisé il y a peu de temps des opérations. Pas nous, on a accompagné à la réalisation d'opérations. Donc, si cette dame a une information précise, documentée, très honnêtement, ça m'intéresse parce que du coup, mais je poserai la question. Alors là, il faut que je pose la question à un moment. Enfin, oui. On va demander donc à Madame Beauchamp de nous envoyer par mail je veux bien. des références. Comme ça, Philippe, tu peux demander à ton partenaire s'il a plus d'informations et on vous donnera la réponse. Donc, on donne un dernier témoignage à Monsieur Babacar Tal. Monsieur Babacar. Monsieur Babacar. Peut-être qu'il a quitté déjà. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Vous entend, Monsieur Babacar? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, moi, c'était pas par rapport à un témoignage, mais par rapport à la situation, je dirais la situation géopolitique au niveau du Sénégal. Je sais que par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai qu'il y a pas mal d'opportunités au Sénégal. Avec les découvertes récentes de tout ce qui est pétrole et gaz, ça place le pays dans une situation assez spéciale. Mais par rapport à la situation politique, géopolitique, je dirais, bon, du fait qu'il y a récemment un non-respect du calendrier républicain en ce qui concerne l'organisation des élections, le fait qu'on n'ait pas une visibilité sur les élections, déjà il y a les élections locales, on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu. Le fait que aussi au niveau le président ne s'est pas encore prononcé sur les prochaines élections de 2024, est-ce que ça risque pas d'être un frein éventuellement aux investissements éventuels quoi.
le fait qu'on n'ait pas une visibilité claire de cette situation géopolitique. Je pense que ça peut être quelque chose qui est assez embarrassant dans la mesure où, bon, quand on parlait, tout le monde sait que le Sénégal a toujours été un pays trop stable, même très stable. Maintenant, par rapport au fait que, par rapport à l'existence du pétrole et du gaz, est-ce que ça risque pas de mettre les investisseurs potentiels dans une situation assez embarrassante? Bon, c'est une question, c'est un point de vue. Et j'aimerais bien avoir votre réponse sur cette éventualité, sur cette éventualité, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de visibilité sur le calendrier républicain. Voilà. Merci de cette question embarrassante. Alors, vous avez donné une partie de la réponse, Monsieur Tal. Le pays a toujours su, quoi qu'il arrive, et Dieu sait qu'il y a eu des mouvements difficiles. La fin de la présidence de Maître Abdoulaye Wade a été particulièrement tendue et délicate et difficile. Et jusqu'à ce jour, en tout cas, le Sénégal a maintenu une stabilité, une pérennité dans ses instances. Donc, on ne peut qu'espérer que les réponses, enfin les questions que vous avez posées, j'ai forcément pas la réponse puisqu'on n'en est pas là encore. J'ai pas d'idée. J'ai pas cette impression, étant au Sénégal, vivant depuis 1997, j'ai pas cette impression. Et je crois, vous le savez comme moi, Monsieur Tal, on a la chance au Sénégal d'être malgré tout extrêmement entouré par un collège, si je puis dire. C'est pas très joli ce que je veux dire, mais par un collège religieux qui, malgré tout, jusqu'à ce jour, a su maintenir un État. Alors, c'est une particularité de dire ça dans une république, puisqu'il s'agit bien de la République du Sénégal. Il n'en demeure pas moins vrai que ça encore, c'est une démonstration de la particularité sénégalaise, à la fois dans sa modernité et dans le maintien fort de ses traditions. Et on a la chance chez nous d'avoir des gens qui ont travaillé de longue haleine, comme Laj Babakarsi, comme Serigne Touba, ou des gens comme ça, qui laissent perdurer, jusqu'à ce jour en tout cas, une certaine stabilité à ce pays. Il n'en demeure pas moins vrai que des questions se posent, des heurts viennent d'avoir lieu hier ici, puisque l'opposant principal, qui s'appelle Ousmane Sonko, qui est entendu en ce moment par les autorités policières, bon, ben voilà, ça ne plaît pas il y a des manifestations un peu houleuses, etc. Bon, moi, j'ai pas de boule de cristal pour vous dire la manière dont ça se bouclera. La seule chose que je peux dire, c'est redire ce que vous avez dit précédemment. Jusqu'à ce jour, le Sénégal a montré sa capacité à vivre dans la paix, dans la stabilité. Les différentes ethnies ne se sont jamais montées les unes contre les autres. Et il y a énormément d'ethnies dans ce pays. C'est une particularité que j'ai présentée en préambule de ce séminaire, particulier pour le Sénégal, qui n'existe pas ailleurs, au demeurant. Et on ne peut faire que prier le Tout-Puissant que cela perdure. Voilà, j'ai vraiment pas de réponse. J'aurais trop peur de me lancer dans une approximation. Je ne peux faire que renvoyer à l'histoire du Sénégal, y compris son histoire extrêmement proche. Maintenant, est-ce que Macky Sall va se représenter, pas se représenter? On ne sait pas. Un mois après, on ne savait pas que Alassane Ouattara allait se représenter. Il a fallu que malheureusement, Bon Coulibaly décède. Enfin bref. Voilà. Donc là, on est vraiment dans de la politique fiction, en tout cas me concernant. Mais j'ai vraiment une totale confiance dans les citoyens de ce pays, à quelque niveau qu'ils soient, pour maintenir ce qu'a toujours été le Sénégal, c'est-à-dire un pays de teranga, un pays où les gens vivent en paix les uns avec les autres et où on a maintenu justement cette espèce, enfin cette teranga, cette tradition extrêmement forte. Voilà, mon cher Tal.
Merci beaucoup, Philippe. Moi, je pense sur ces mots pleins de sagesse, on va peut-être clôturer. Moi, de ma part, avant de passer la parole à Madame la Présidente pour le mot de la fin, je remercie Philippe ainsi que tous les participants. Je pense que c'était très riche et j'espère vous revoir bientôt. Je remercie aussi Sibel Hssen et M. Sintissi et Farham pour leur appui à SMEX. Et la parole, Madame la Présidente, c'est le droit pour la Merci. clôture. Bah, j'ai rien d'autre à ajouter, donc juste remercier Claudia qui a été donc excellent comme à l'habitude. J'ai participé à celui de la Côte d'Ivoire. Je remercie toi, cher ami Sissa, bien sûr Sibel Hassan, l'ensemble des participants. Et les questions étaient assez intéressantes. Je pense qu'il y en a pas mal sur lesquelles Monsieur Cortier va revenir, et puis avec la présentation également. Et j'espère que, comme j'ai dit au départ, vous serez nombreux à nous rejoindre, à manifester votre intérêt auprès de Sibel Hassan pour rejoindre la Commission Afrique. Et donc, pour travailler ensemble sur des chantiers intéressants. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Merci Philippe et à votre disposition. Merci beaucoup à tous. Au revoir, bonne soirée.